Présent, nous allons pouvoir commencer. Soyez donc les bienvenus à l'atelier en ligne de l'entrepreneuriat vert. Il s'agit donc du deuxième atelier d'une série de 6 que nous allons consacrer à comment lancer une entreprise verte. Je m'appelle Brock Dickinson de l'Université de Waterloo. Et avant de parler du programme lui-même, nous aimerions simplement clarifier quelques détails techniques. D'abord, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir donc de suivre l'ensemble de la séance soit en anglais, en français ou en espagnol. Pour sélectionner l'une de ces trois langues, allez en bas de votre écran donc, en cliquant sur le bouton interprétation et ensuite s'ouvrira donc un menu et vous n'aurez donc plus qu'à choisir la langue de votre préférence. Et ensuite, vous pouvez également désactiver le canal original afin de ne plus entendre que l'interprétation. Cette séance sera enregistrée. Pour ceux qui aimeraient réécouter plus tard cet atelier, nous allons le mettre donc sur YouTube et nous partagerons ces informations d'ici à la fin. Donc, avant de passer au contenu, une coutume canadienne, je vais commencer par une prise en compte du territoire. Cet événement est accueilli par l'université de Waterloo, qui est donc une université construite sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe et Haudenosaunee, donc sur la concession Haldimand, un territoire promis aux 6 nations d'une dizaine de kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. Je voulais donc remercier ceux qui ont rendu possible l'atelier d'aujourd'hui. Évidemment, l'Université de Waterloo, la faculté environnementale qui a élaboré donc cette série, mais ceci n'aurait pas été possible également sans la contribution de la commission de coopération environnementale et le travail réalisé, la commission réellement la colonne vertébrale de cet atelier, notamment en fournissant des services d'interprétation. J'aimerais également remercier le réseau d'éco-innovation, un réseau de 8 universités du continent travaillant sur les questions d'innovation verte. Et donc, nous avons collaboré avec ce réseau sur l'ensemble du processus d'élaboration de ces ateliers et nous reparlerons de certains membres de ce réseau plus tard. J'aimerais également rappeler qu'aux États-Unis, il s'agit d'un jour d'élection et donc nous n'allons pas parler de politique, mais si vous n'avez pas encore déposé votre bulletin de vote, eh bien, nous espérons qu'à la fin de cette séance, vous prendrez le temps de réaliser votre devoir civique. Et enfin, je vais à présent transmettre la parole à notre maîtresse de cérémonie. J'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un avec qui j'ai collaboré étroitement depuis 2 mois, qui a fait un travail extraordinaire dans l'exploration des différentes questions liées à l'entrepreneuriat vert. Demi Ojomu est donc une étudiante en 4e année de planification à l'université de Waterloo. Elle travaille notamment sur la planification du secteur écotouristique. Elle a également travaillé dans le secteur privé, mais aussi dans le conseil et dans les questions d'utilisation des terres en Afrique de l'Ouest, ainsi que dans le nord du Canada. Elle est actuellement étudiante coopérative du département d'entrepreneuriat et d'environnement de l'Université de Waterloo. Je lui transmets la parole. Merci Brad. Soyez les bienvenus à cette deuxième atelier d'une série de 6. Donc, cet atelier est développé par la faculté d'environnement de l'Université de Waterloo en coopération avec la commission de coopération environnementale.
Je profite pour rappeler que vous avez à disposition le service d'interprétation. En bas de votre écran, le bouton, vous cliquez sur le bouton d'interprétation. Et ensuite, dans le menu, vous pouvez choisir la langue de votre choix, entre l'anglais, le français, l'espagnol. Et vous pourrez ensuite, en désactivant le canal original, n'écouter plus que la langue de votre choix. Et plus tard, suite aux interventions, nous aurons une séance de questions-réponses avec les 3 intervenants. Pour poser des questions, vous pourrez utiliser la fonction Q&A, donc questions-réponses. Donc, nous vous demandons, pour poser donc des questions, de ne pas le faire à travers le chat, mais à travers donc le bouton Q&A. Donc, nous tenterons de répondre à ces questions à la fin de l'atelier. Je repasse la parole à Demi. J'espère que vous m'entendez mieux à présent. Donc, le département d'environnement de l'Université de Waterloo en coopération avec la CCE et le réseau d'éco-innovation. La connexion de Mme Ojomo est extrêmement mauvaise. La cabine ne peut pas interpréter dans ces conditions. Nous nous excusons. Oui, donc les petits problèmes liés au fait de travailler en ligne. Donc, ce que vous tentez de vous dire, Demi, c'est que nous avons quelques 700 participants enregistrés pour cette séance, ce qui inclut évidemment des participants des 3 États membres de la CCE, donc le Mexique, les États-Unis, le Canada, mais également 35 autres pays à travers le monde. Nous en avons mentionné quelques-uns, donc j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des participants actifs du Sri Lanka, du Brésil, du Nigeria, de Turquie, ainsi que du Royaume-Uni, ainsi que de nombreux autres pays. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir autant de pays s'intéresser par les idées que nous allons soulever concernant l'entrepreneuriat vert. Hein. Un petit problème lié à la technologie. Donc, je rends la parole à Demi. Je vais vous présenter donc les intervenants d'aujourd'hui. Chacun aura 15 minutes pour s'exprimer. Après quoi, donc, nous aurons une autre séance de questions-réponses. Donc, on nous demande encore une fois d'utiliser les fonctions ad hoc, donc le bouton Q et A qui se trouve donc en bas de votre écran. Donc, notre première intervenante s'appelle Adrienne Knight, et donc diplômée du Niagara College du Canada, donc avec une maîtrise en développement économique et innovation. Elle est actuellement responsable de l'information aux entreprises du Centre pour les entreprises de Sainte-Catherine, en offrant aux PME et aux startups des orientations concernant marketing, planification et autres. Au cours des 3 dernières années, au sein du Centre Enterprise de l'Université Sainte-Catherine, Adrienne a eu l'occasion de travailler de près avec des PME, des startups. Elle aime justement créer des connexions à l'intérieur des communautés et même parfois mettre en contact des clients afin qu'ils commencent à collaborer ensemble. Merci Demi pour cette présentation. Est-ce que je peux commencer à partager mon écran? Oui, allez-y. Bonjour à tous. C'est un plaisir de voir que des jeunes entrepreneurs, des jeunes talents partout à travers le monde s'intéressent à nos débats d'aujourd'hui. Comme Demi l'a dit, je travaille à l'université de Waterloo et donc j'ai eu l'occasion de travailler depuis 3 ans avec des PME. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certains renseignements ainsi que certains outils que vous pouvez utiliser pour lancer une entreprise et plus particulièrement une entreprise verte. Alors, programme, nous allons commencer par vous présenter notre bureau et notre équipe. Parce que
il y a sans doute des services du même type disponibles là où vous vivez ailleurs dans le monde. Ensuite, je passerai à 3 sujets. Là où les PME ont le plus de difficultés, lorsque je travaille avec des startups, voilà, c'est les 3 points sur lesquels on se centre. Donc, tout d'abord, on s'intéresse à la viabilité du projet. Deuxièmement, quels sont les outils en termes de viabilité. Deuxièmement, le mix marketing. Et ensuite, bien comprendre les obstacles au départ. Obstacles de départ. Donc, en 15 minutes, j'aimerais vous donner un bref aperçu de certains éléments à tenir en compte au moment de lancer une petite entreprise. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question, mais comme je n'ai que 15 minutes, j'espère que vous apprécierez ce que je vais vous présenter et je répondrai avec plaisir à vos questions. Notre équipe fait partie d'un réseau, un réseau de 47 bureaux pour les PME dans l'ensemble de l'État d'Ontario. Donc, si vous vivez en Ontario, que vous pensez lancer une PME, vous avez besoin de soutien, et assurez-vous de consulter notre page Internet. Donc, ce réseau existe tant au Canada qu'aux États-Unis. Il y a des aides existent. Donc, on peut justement offrir à des nouvelles startups des informations d'affaires, on réalise des séminaires, des événements sur des questions concernant les PME qui vont de le marketing, les ressources humaines, les finances et autres. On offre également des orientations en matière de marché, ainsi que sur un business plan, donc sur la manière, un plan sur la manière dont on va lancer notre entreprise et une projection à 2 ans, le plan à réaliser sur 2 ans pour connaître le succès. On a également du conseil d'affaires. Donc, encore une fois, nous sommes présents dans l'ensemble du Canada et plus particulièrement en Ontario. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Donc, aujourd'hui, le sujet de cet atelier, c'est les entreprises vertes. Moi, j'ai travaillé avec des PME qu'on considère comme traditionnelles. Et donc, il peut s'agir de restaurants, de petites fabriques de fabrication de vêtements, des services. Mais en fait, au quotidien, je vois les clients de ces entreprises traditionnelles faire des choses vertes. Donc, si vous pensez à vous lancer dans une entreprise verte, pensez bien en fait que ce n'est pas que les éoliennes ou les panneaux solaires. Pensez par exemple que un de mes clients préférés, c'est le produit que vous voyez à l'écran. C'est donc une marque qui s'appelle Moyashi, qui travaille en partenariat avec une ferme en Ouganda pour offrir un beurre ougandais. Donc, l'ensemble de ces paquets, de ces emballages sont dans du matériel recyclable. Donc, au lieu de au lieu de plastique, on utilise donc des matériaux qui respectent plus l'environnement. Donc, plutôt que de créer davantage de plastique. Donc, cette marque a inventé un autre système d'emballage interne. Donc, voilà le type d'initiative qui réduit justement les déchets. Donc, font également des recherches avec le yucca pour élaborer des produits à partir de la racine de yucca. Donc, si on, par exemple, a un restaurant qui va utiliser, par exemple, va faire des efforts pour réduire les déchets organiques, réutiliser les déchets organiques. Donc, encore, rappelez-vous que être une entreprise verte, ce n'est pas que travailler dans les énergies renouvelables ou les technologies vertes. Même dans une entreprise classique, vous pouvez prendre une orientation verte. À présent, comment commencer? Alors, il y a certaines questions auxquelles vous allez devoir répondre. Il y en a plus que 8, mais disons que les 8 questions que vous voyez à l'écran sont peut-être les 8 premières questions rapides que je pose à un client potentiel.
Première question que je pose, est de quel secteur est-ce que vous voulez travailler et quelles sont les tendances de consommation? Ensuite, quels sont les obstacles? Bon, on reviendra là-dessus. Ensuite, quelle est votre clientèle cible? C'est pas les clients en général, mais qui sont vraiment les clients cibles? Quels sont les plus susceptibles d'acheter votre produit? Est-ce que vous avez suffisamment de clients pour être rentable? Bon, même si pour une entreprise verte, on veut quand même parvenir à gagner sa vie. Donc il faut quand même s'assurer justement que votre idée soit viable. Ensuite, quels sont vos coûts de lancement? Ensuite, il faut toujours tenir compte des coûts. Donc voilà, évaluer l'argent dont vous avez besoin pour lancer votre affaire. Ensuite, avez-vous besoin de fournisseurs? Et si tel est le cas, qui sont vos fournisseurs? Par exemple, pour la marque que je vais vous montrer, Shai, elle a donc des fournisseurs spécifiques, donc différents fournisseurs pour certains produits auxquels elle n'a pas accès directement. La question, peut-être la plus compliquée, c'est d'où allez-vous tirer l'argent pour vous lancer? Lancer une affaire, ça coûte de l'argent. D'où allez-vous tirer cet argent? Donc, on va revenir là-dessus un petit peu plus loin. Et dernière question, si vous n'avez jamais regardé Dragon's Den, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire c'est au Mexique, mais bon, pour poser la question, quelle est votre différence? Qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence? Donc voilà un peu les 8 questions rapides que je pose à mes clients. Et si vous n'êtes pas sûr au clair par rapport aux réponses, eh bien, il faut faire des recherches, aller en ligne, enfin, faire le nécessaire pour trouver les réponses à ces 8 questions. Ensuite, si on parle de viabilité, donc de rentabilité, est-ce que l'affaire que vous voulez lancer est durable et peut potentiellement générer des profits? Donc, s'il y a un coût social, est-ce que vous êtes prêt à affronter ces coûts? Donc, il y a 4 outils que j'ai l'habitude d'utiliser avec mes clients, comme il n'y a que 15 minutes. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'attends vos questions. Premier outil, c'est donc une enquête sur le modèle d'affaires. Donc, l'enquête sur le modèle d'affaires, il s'agit d'une page avec différentes sections qui va de qui est votre public cible, quels sont les coûts, quelle est la valeur ajoutée que vous offrez, quel est le type de relation que vous voulez construire avec vos clients, quelles sont les ressources dont leurs besoins pour vous lancer, qui sont vos partenaires. Donc, il s'agit d'un plan d'affaires d'une page. Il y a d'autres recherches de ce type, donc un peu plus complet plutôt que 9 rubriques. Donc, il y a le modèle détaillé et ensuite, il y a le modèle le plus réduit. Mais bon, peu importe lequel vous utilisez, mais il s'agit vraiment d'un bon outil de départ pour vraiment voir si votre idée est viable ou pas. Il s'agit vraiment de mon outil préféré. À chaque fois que quelqu'un va me présenter une idée, je leur présente OK, voilà le modèle d'affaires. Commençons par là. Deuxième outil pour évaluer la valeur de votre affaire, c'est une analyse d'équilibre budgétaire. Donc, il s'agit en fait de voir que il faut s'assurer qu'on peut au moins vendre suffisamment pour couvrir l'ensemble de ses dépenses, être à l'équilibre. Parce qu'il faut être au moins capable d'assurer cet équilibre pour pouvoir se lancer. Donc, tout ce qui dépasse en fait ce seuil de 0, ce seront des bénéfices. Donc, quel est justement ce seuil minimal pour être à l'équilibre entre les ventes et entre les dépenses et les revenus? Troisième outil, budget de départ. Donc, vous avez une idée, vous voulez lancer une affaire. Donc,
quels sont l'ensemble des éléments dont vous avez besoin pour vous lancer? Les outils, les équipements, les ressources pour pouvoir vous lancer. Combien est-ce que ça va vous coûter? Donc, ce budget de départ, c'est vraiment le point qui vous permet de vous dire, OK, est-ce que je peux couvrir ces dépenses avec mes économies? Est-ce que je vais devoir trouver des fonds extérieurs? Bon. Et donc, les prévisions de flux de trésorerie souvent vont de pair avec un budget de départ. Donc, ce flux de trésorerie permet de déterminer, OK, voilà quelles sont les ventes potentielles et voici plus ou moins quelles vont être les dépenses mensuelles. Et donc, ça vous permet de faire une projection. Et il s'agit de s'assurer que cette projection ne soit pas négative, parce que pour avoir les flux de trésorerie qui vont permettre de fonctionner. Et le quatrième outil, c'est ce qu'on appelle une analyse SWOT. Donc, analyse de SWOT, qui est donc l'analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces. Donc, les points forts, les points faibles, les possibilités et les menaces que vous allez affronter. Donc, vous pouvez faire cette analyse soit pour votre propre affaire, donc on commence à déterminer, OK, pourquoi est-ce que je suis bon? Quels sont mes points forts? Ensuite, points faibles. Où est-ce qu'on peut améliorer les choses? Qu'est-ce que l'on fait, par exemple, actuellement, qui n'est pas vert, qui n'est pas durable, qui n'est pas social, afin d'améliorer ces processus? Ensuite, opportunités, possibilités. Donc, que se passe-t-il sur le marché? Quels sont les changements? Quels sont les nouveaux besoins des clients? Ce sont des opportunités. Et donc, le T, c'est donc les menaces. Que se passe-t-il en ce moment sur le marché? Quels sont les risques, les menaces qui risquent de rendre mon projet non rentable? Donc voilà, encore une fois, les quatre éléments de départ, les quatre outils avec lesquels je commence avec mes clients. Un autre outil dont je voulais vous parler, c'est le mix de marketing. Donc, il existe des thèses entières écrites sur des questions de marketing, mais je vais tenter d'être bref. Et donc, je vais vous présenter simplement le concept général. Donc, le premier élément, c'est le produit. Deuxièmement, le prix. Troisièmement, l'endroit. Quatrièmement, la promotion. Donc, 4P. Produit, prix, endroit et promotion. Donc, d'abord, le produit. Est-ce que le produit que j'offre, c'est quelque chose que les clients, que les gens attendent? Est-ce que, ensuite, le prix. Est-ce que le prix que je demande est le bon prix? Donc, les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour voir combien de grammes est-ce qu'on met dans le paquet d'un produit donné. Donc, comment est-ce que vous établissez vos prix? Il y a trois manières en fait d'envisager la question des prix. Tout d'abord, on peut se centrer uniquement sur le prix. Donc, voilà, par exemple, une tasse de café. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais il y a par exemple, on l'a pu la faire à la main, ou elle a pu être faite dans une usine. Mais de toute façon, il faut payer pour les matériaux pour la fabrication de cette tasse. Disons que le coût de fabrication de cette tasse est uniquement d'1 $ pour les matériaux. Et donc, mettons que le prix de vente final est de 5 $, eh bien, voilà, la différence, c'est donc le prix, le coût de production du produit et la valeur finale. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est la valeur, au-delà du prix de production, la valeur ce que les gens sont prêts à payer pour un produit donné. Pensons par exemple au café. Votre marque de café ou votre chaîne de café préférée, je ne sais pas, au Mexique, où est-ce qu'on a lutté les prendre un café. Bon, il y a différentes. Bon, suivant l'endroit où vous allez, il y aura différents prix pour un café. Donc, il y a finalement un minimum et un maximum de ce que les gens sont prêts à payer pour un même produit. Donc, où est-ce que vous vous situez? Dans la catégorie bon marché, dans la catégorie cher? Troisième élément, l'endroit. Où allez-vous offrir vos produits? Est-ce que vous allez les offrir là où vos clients se trouvent,
afin de leur faire connaître votre existence? Est-ce que les clients peuvent vous trouver et où? Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une épicerie et j'ai passé 45 minutes chercher certains produits que je n'ai fini pas de trouver. Et j'ai fini par les trouver là où je ne les attendais pas. Donc, est-ce que vos produits sont faciles à trouver? C'est ça la question que vous posez. Et quatrième rubrique, promotion. Comment est-ce que vous allez vous promouvoir? Est-ce que vous allez le faire à travers Instagram? Est-ce que vous allez mettre des petites annonces dans le journal? Tout dépend du type de clientèle cible. Donc, quelle stratégie de marketing allez-vous utiliser pour vous faire connaître, vous présenter, voilà ce que je fais, voilà ce que je vends. Donc, voilà un peu ces 4 éléments forment ce qu'on appelle donc le mix marketing. Donc, les obstacles au départ. Alors, c'est là où le plus de clients s'enlisent. Souvent, ils ont une idée, ils veulent se lancer, mais ne sont pas très au clair par rapport aux obstacles. Je vais aussi en parler dans la diapositive suivante, mais le premier obstacle, c'est le terrain. Avez-vous des besoins de locaux, par exemple, si vous lancez un restaurant, si vous voulez, par exemple, construire des panneaux solaires, vous allez devoir avoir besoin d'un espace pour le faire. Est-ce que vous pouvez travailler à la maison? Est-ce que vous avez besoin d'un autre espace physique? Donc voilà les ressources dont vous avez besoin. Donc le terrain, travail, capital et la propriété intellectuelle. Donc premier, c'est le terrain. Donc on a besoin d'un espace. Ensuite, travail, force de travail. Donc main-d'œuvre, avez-vous besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire pour vous lancer? Par exemple, si vous lancez un restaurant, bien, j'ai des clients qui tentent, par exemple, encore une fois, de réduire les déchets organiques à zéro. Mais bon, par exemple, pour un restaurant, vous ne pouvez pas vous lancer tout seul, vous avez besoin de personnel. Donc, posez-vous cette question. Pouvez-vous vous lancer seul ou aurez-vous besoin de main-d'œuvre? Ensuite, troisième point, les capitaux, le point le plus difficile. Trouver des sources de financement, les flux de trésorerie. Bon, voilà, les questions financières, c'est là où les nouvelles entreprises ont le plus de difficultés. Avez-vous suffisamment d'argent pour vous lancer? De combien avez-vous besoin pour vous lancer? Parce que si vous n'avez pas les fonds suffisants, ça va être un problème, évidemment. Et quatrième point, propriété intellectuelle. Je ne suis pas, par exemple, je suis pas développeur de site Internet, je ne suis pas non plus une experte en marketing, mais donc, par exemple, je ne sais pas, pour fabriquer un panneau solaire, ou ça pour lancer un salon de coiffure, bon, tout affaire il y a une propriété intellectuelle, autrement dit, des connaissances. Avez-vous les connaissances nécessaires, l'expérience nécessaire pour vous lancer? Si tel n'est pas le cas, avec qui allez-vous devoir vous associer pour pouvoir vous lancer? Voilà. Mon dernier slide, encore une fois aux obstacles de départ. Donc, d'autres obstacles dont il faut tenir compte, c'est d'abord les normes gouvernementales. Oui. Les gouvernements ont des normes spécifiques. Bon, c'est le cas au Canada, c'est également le cas aux États-Unis ou au Mexique. Bon, par exemple, il y a par exemple, le gouvernement exige par exemple, certaines licences pour certains types d'affaires. Par exemple, les médecins ont une licence, ou par exemple, de nombreuses entreprises, les restaurants. Eh bien, souvent la municipalité va vous demander une licence et donc avoir ça, que la licence est approuvée avant de pouvoir se lancer. Ensuite, les impôts. Donc, par exemple, existe-t-il une TVA chez vous? Donc, vous allez lancer une affaire verte sociale, mais c'est une affaire, donc il y a des exigences fiscales. Par exemple, justement, la TVA. Il y a un seuil minimum de revenus avant de devoir les payer. Mais quelles sont les exigences là où vous allez vous lancer? Il s'agit bien être au courant là-dessus avant de vous lancer. Par exemple, qu'en est-il de l'impôt sur les revenus?
Si vous réalisez des bénéfices, eh bien, le gouvernement va exiger des impôts sur le revenu. Donc, il faudra prévoir garder une partie de vos revenus pour ces impôts. Et le troisième point dont il faut tenir compte, c'est les assurances. L'assurance pour les entreprises. Et donc, une fois que vous êtes passé par l'analyse SWOT et les différentes étapes, vous vous sentez prêt. Donc maintenant, il vous reste à trouver les fonds. Donc, la première source de fonds potentiels, ce sont vos économies. Peut-être que vous avez déjà des économies disponibles. Et c'est souvent à partir des économies qu'on lance sa première affaire. Ensuite, le love money, donc on parle de l'argent des proches, l'argent de gens qui vous aiment et qui croient en vous et qui sont prêts à vous donner, à vous fournir des fonds pour vous lancer. Donc, deuxième source potentielle. Troisième source potentielle, il s'agit d'un prêt. Donc, c'est là où on va présenter son plan d'affaires à une banque donnée en leur montrant les prévisions de flux de trésorerie, en leur disant voilà, j'ai besoin de tel montant pour pouvoir me lancer. Lorsque vous demandez un prêt, ils vont voir votre passif, votre historique de crédit, donc vous demandez différents documents pour voir votre profil. Et la quatrième source potentielle, ce sont les subventions. Il existe des subventions pour les startups et plus particulièrement pour les entreprises vertes. Mais les critères d'accessibilité sont très stricts. Par exemple, au Canada, les possibilités de subvention sont très limitées pour les startups. Donc, ce sera plus probable de commencer à vous lancer avec vos économies, avec l'argent des proches ou avec un prêt et en espérant peut-être obtenir une subvention. Je savais que nous avions que 15 minutes à disposition. Si vous n'avez pas encore étudié les affaires, vous n'êtes pas encore lancé, eh bien, il y a encore beaucoup d'informations que je pourrais partager avec vous, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez tirer profit de ces informations pour commencer à concrétiser vos idées. Je serais extrêmement intéressé de savoir ce que vous espérez faire dans le futur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Adriane. C'était une présentation très enrichissante. Je vais à présent vous présenter notre intervenant suivant, intervenante, Madame Claudia Sanchez. Claudia Sanchez est un doctorat en innovation, responsabilité sociale. Elle est diplômée en sciences de la communication, notamment en communication organisationnelle et recherche de communication à l'université Anáhuac. On continue à avoir quelques problèmes techniques. Si tu peux tenter de reconnecter. Je crois que Damien a des petits problèmes d'ordinateur, donc elle s'est connectée avec nous depuis son téléphone. Ce qui explique peut-être qu'elle n'apparaît pas comme maîtresse de cérémonie, donc nous allons poursuivre et espérons que Dani pourra résoudre ce problème rapidement. Donc merci Adrienne pour cette présentation. Je transmets la parole à Mme Claudia Sanchez de l'Université Anáhuac de Mexico. J'ai parlé plutôt du réseau d'éco-innovation. Donc, Claudia est l'une des fondatrices de ce réseau. Elle a utilisé ses recherches à l'université Anáhuac pour aider d'autres universités partout dans le continent sur ces sujets de spécialisation. C'est un plaisir de pouvoir compter sur elle aujourd'hui. Merci beaucoup. Je remercie à Bloch et à l'Université de Waterloo, à la CCE,
à toute la délégation. Je suis très heureuse d'être ici. Merci, Nian, de ta présentation. J'ai été très heureuse d'avoir entendu de comment est-ce que tu as montré comment est-ce qu'on peut faire une entreprise verte parce que mon plan va au sens de voir quelle est la pensée et l'entourage de l'entrepreneur. Donc, je commence. Et tout d'abord, qu'est-ce que qu'est-ce qu'a besoin un entrepreneur pour commencer avec une idée qui n'est pas encore fixe? Bon, cet entrepreneur dit qu'il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas comment commencer. Et cela, j'appelle comme les baby steps, c'est-à-dire des petits pas de petit bébé, c'est-à-dire de commencer depuis la base, depuis le début. Et c'est reconnaître que la durabilité a beaucoup à voir avec la pertinence de ce que nous avons proposé avec l'écosystème. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'habitat? La connexion que je vais faire, la liaison que je vais avoir avec le monde, à qui j'appartiens, quel est le corridor biologique, euh, il est connecté à quoi? Parce que la durabilité est la clé qui va exister dans cet environnement. Ce n'est pas un élément que nous allons avoir ou que nous allons avoir d'une théorie lointaine. La durabilité se trouve là où on se trouve et on doit la faire remarquer. Ma première suggestion, c'est de faire une checklist sensorielle. Comment est-ce que les bébés apprennent à marcher leur entourage? Ben, ils explorent. Alors, ma première recommandation, c'est d'explorer la communauté, aller au marché, voir ce qu'il y a autour de toi, qu'est-ce que nous ressentons, quelles sont les odeurs, quelles sont nos dégustations, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous sentons, qu'est-ce qui nous a causé, qu'est-ce qui nous a provoqué du plaisir, qu'est-ce que nous avons ressenti dans cet entourage de notre communauté, ce checklist, on peut voir aussi quels sont les éléments culturels qui vont nous donner des idées, quelques us ou coutumes qui existent déjà, des rites, des règles sociales, des fêtes, de l'histoire, des éléments qui les identifient. Tout ça, il faut le prendre en compte parce que dans une partie du processus, peut-être quand on met le nom du produit ou de faire le positionnement de notre service, ce mot, par exemple, aussi. Peut-être qu'il ce mot, c'est celui qui va nous donner cette ligne pour pouvoir décoller ce produit. Et c'est celui qui va faire la différence. Ce checklist du début, il faut effectivement remarquer tout ce qu'il faut remarquer et il faut analyser la partie du commerce. Dans cette communauté, qui est la concurrence? Qu'est-ce qu'ils vendent? À qui ils le vendent? Comment le font-ils? Quels sont les canaux comment est-ce qu'ils le partagent? Quelles sont les industries qui sont connectées? Tout cela va nous donner une information supplémentaire aux idées et aux éléments que nous voulons avoir et que nous voulons récupérer. Après avoir eu cette information, on doit faire un mapping. Comment faire cela? Tout d'abord, c'est une cartographie que, que, que nous avons fait avec les éléments intéressants. Et il faut le faire en deux dimensions. C'est un service, un produit, un service indépendant. Je vais créer quelque chose que je peux offrir et que n'importe et que personne n'a. Comment est-ce que on peut l'insérer dans une chaîne de production qui est déjà établie dans cette communauté? Euh, il n'est
pas fort nécessaire que cela soit un produit nouveau, mais peut-être il va s'insérer dans certains produits qui existent déjà. Mais mon produit va offrir une certaine variété. Parce que parfois, on perd beaucoup de temps en essayant d'inventer une logistique pour un produit ou un service, et peut-être que notre grande idée verte peut être insérée en quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui est déjà offerte et qui offre une amélioration, peut-être en durabilité. Et c'est justement ce que nous voulons voir, ce que nous voulons détecter. On doit faire également une cartographie des éléments suivants. Pas uniquement que ce soit un élément nouveau, mais on va intégrer des matériaux ou des matériels biodégradables. Peut-être les matériels utilisent des paniers, mais des paniers en plastique, ou peut-être elles sont faites d'autres matériels qui sont beaucoup plus accessibles, ou peut-être c'est la façon d'offrir le service ou un service et qui n'est pas durable parce que peut-être nous avons besoin de beaucoup d'énergie ou d'énergie pour la partager, ou il faut également penser à intégrer des processus qui n'aient pas beaucoup des empreintes de carbone. Et peut-être c'est un service, mais sous, sous une empreinte de carbone assez élevée. Nous devons voir que notre modèle soit inséré dans les chaînes de production, pas nécessairement un produit nouveau. Ensuite, ma recommandation, c'est de faire un filtre d'un scénario chaotique que j'appelle. C'est-à-dire que si nous lançons cette idée à la communauté, que pourrait-elle produire pour les personnes qui habitent dans cette communauté, c'est-à-dire pour les concurrenciers? Nous devons considérer plusieurs scénarios chaotiques, hein. C'est-à-dire on doit considérer les scénarios chaotiques ou négatifs pour pouvoir prendre en compte la matérialité tout ce qui pourrait tout ce que notre idée pourrait occasionner. On doit exactement voir et prouver que si notre idée est durable et si elle est verte ou si elle va améliorer l'écosystème de la communauté dans la partie sociale et économique également. Ensuite, il faudrait considérer, comme Adriane l'a déjà dit, les modèles qui existent déjà. Il y en a beaucoup. Je peux vous partager quelques-uns que nous avons eus à la faculté de responsabilité sociale. Et nous faisons des études en innovation sociale et nous commençons un modèle qui a une vision sociale, et beaucoup plus sociale qu'économique. Et cela nous montre l'entourage dont a besoin cet entrepreneur. Et cet entourage veut dire à l'entourage créatif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une limitation. L'innovation doit être ouverte. Tous les acteurs doivent participer. Tous doivent venir des différentes parties de la société pour ne pas être attrapés uniquement dans la partie technique ou académique, mais également qu'il y ait un dialogue avec la vie commune. Nous parlons également de l'intégration de cette responsabilité sociale en trois sens ou dimensions. C'est la partie sociale, économique et environnementale. Et quelque chose de très important, c'est d'accompagner tous les processus. En accompagnant cela, parfois, on lâche l'entrepreneur. C'est-à-dire que euh, et il faut que l'entrepreneur fasse partie il a besoin de cet accompagnement pour pouvoir pour qu'il ait le modèle de changement sur son service ou sur son produit. Il a besoin d'être accompagné pour qu'on lui dise
comment et quand pour lui faire des critiques dans toute sa chaîne de processus, dans tout ce processus. On doit être observateur des tendances parce qu'il y a différents modèles d'entrepreneuriat et nous devons observer les tendances dans les aliments, observer les tendances du service de logistique, des ventes euh, ou de la livraison. Il faut réviser tout ça et tout ce qui a à voir avec toutes les nouvelles opportunités dans le marketing. Dans cette pandémie, euh, nous avons élevé, bien sûr, nous avons surmonté et nous connaissons beaucoup mieux le commerce électronique. Il y a beaucoup et nous devrions, bien sûr, réviser ces modèles. Je veux répondre à cette question qu'on me pose, que quelques entrepreneurs me posent. Est-ce que je dois donner plus de priorité au social ou au vert? Il me semble que quand nous travaillons dans l'impact de la transformation, dans la théorie du changement, sera une guide pour que ces objectifs intègrent les trois parties, c'est-à-dire la partie sociale, l'impact et la théorie du changement. Parce que la peur de partager une idée, de spéculer à partir de différents domaines de connaissances, nous avons oublié de jouer l'impact, de voir quel est l'impact social. Et cela va nous provoquer euh, un retard quand on se rend compte que nous avons un compact qui a un impact quand on prend en compte la partie culturelle, la partie verte d'une communauté. Nous allons nous allons devoir recommencer le processus de notre business. Il faut le faire depuis le début. Quels sont les principaux obstacles pour les entreprises vertes? Je pense que les barrières dont j'ai vu avec les entrepreneurs, c'est l'isolement conceptuel, l'isolement sensoriel, théorique et expérimental. Cet entrepreneur est seul euh, depuis son bureau et on se demande si depuis son bureau, il a peur. Et nous devons bien sûr bâtir ces nouvelles idées. Nous avons oublié d'aller au-devant. C'est-à-dire que, et nous devons bien sûr, cela nous fait avoir des retards. Nous avons peur de mettre la corbeille dès le début, jusqu'à ce que nous soyons entraînés 1000 fois pour ne pas échouer. Et cela nous ralentit, nous limite. Ils ont peur de ne pas faire correctement et de ne pas être accompagnés ou de ne pas avoir d'autres points de vue. Donc cela est très important. Et nous avons également cette question. Est-il nécessaire vraiment d'avoir un entrepreneuriat vert? Oui, il faut bien sûr le considérer. Il est urgent de commencer à tout repenser. Un monde renouvelé aura besoin de notre aide, mais il faut aussi être courageux pour oser changer les choses. Comme le dit le chef Gusto dans le film Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Moi, je pense que tout le monde, bien sûr, peut faire la cuisine et tout le monde peut être un entrepreneur social ou un entrepreneur vert. Il faut dialoguer et il faut avoir l'idée de le faire ici, mes coordonnées et je voudrais bien recevoir vos questions. Merci bien. Merci beaucoup, Claudia. Excellente intervention qui pose quelques questions très importantes en matière d'entrepreneuriat vert. Et ce sera un plaisir de revenir avec vous avec des questions,
Rémi est avec nous, mais toujours des problèmes techniques, donc je vais assumer cette fonction. Nous allons poursuivre. Notre troisième et dernière intervenante s'appelle Tania Delmato. Tania Delmato est une spécialiste expérimentée en matière de durabilité qui a travaillé dans différents secteurs, donc du secteur privé, institutions du secteur public, des organismes sans but lucratif et entreprises à caractère social, le fondatrice et directrice de Greenhouse, un incubateur d'impact social au sein de l'Université de Waterloo. C'est un programme permettant à des étudiants de créer, de lancer des projets, des startups, tentant de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux urgents. Tania a une licence et un master en études environnementales de l'Université de Waterloo. Merci Tania d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier les deux autres intervenants qui nous offrent des angles, des points de vue très intéressants sur la question que nous traitons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation ? Voilà, parfait. Donc, comme Bock l'a dit dans sa présentation, Greenhouse est donc une communauté d'innovation basée à l'Université de Waterloo. Notre but principal est d'aider les jeunes à lancer des affaires, de de lancer des projets qui tentent de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Donc, la photo que vous voyez à l'écran illustre bien la manière dont nous avons l'habitude de travailler lorsque nous ne pouvons nous réunir physiquement. Donc, du point de vue du programme, on a d'un côté des étudiants qui ont des idées, donc nous tentons de les aider. Et parfois, tentons également des étudiants qui n'ont pas forcément une idée spécifique, mais qui veulent améliorer les choses pour tenter de les lancer, les aider à se lancer. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, eh bien, je tente de répondre à la question comment lancer une entreprise verte. Alors vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous y prenez-vous pour lancer votre entreprise? Donc voilà un peu la communauté avec laquelle on travaille, qui peut justement, à partir de laquelle on peut euh, dériver certains conseils qui peuvent vous être utiles pour vous lancer vous-même. Donc, pour vous donner en quoi consistent les logos que vous voyez à l'écran, donc Eggplant, Plant. Donc, il s'agit d'une entreprise qui aide en fait les gens à faire pousser des aliments dans leur jardin. Ensuite, entreprise suivante, Devina, une entreprise qui se cible sur les clients, qui cherche des habits provenant du commerce durable. À présent, celle du bas, Toy Exchange Club. Il s'agit d'un projet qui s'adresse aux parents qui, plutôt que d'acheter de nouveaux jouets pour leurs enfants, cherchent à échanger des jouets au fur et à mesure où leurs enfants vont au cours de leurs 3 premières années de la naissance à 3 ans. Clear the Air, il s'agit d'un projet à but non lucratif qui tente d'aider les gens à prendre des actions concrètes pour faire face au changement climatique.
Food Not Waste s'attaque au problème des déchets alimentaires, du gaspillage alimentaire. Et eux, cette entreprise s'intéresse plus particulièrement aux déchets plastiques et tenter de recycler les plastiques pour aider notamment à construire, à réaliser des constructions dans certains pays en développement. Mon premier conseil, ça peut sembler une évidence, mais des fois, on sent tellement sur une idée, sur les tâches de planification qu'on oublie le contact avec le monde réel. On oublie de parler avec les gens, leur parler de votre idée. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer par ce conseil-là. Parler avec des gens. Donc, parfois, on parle avec différentes personnes et on leur présente une idée. Est-ce que, non, je sais pas, est-ce que si telle ou telle idée existait, est-ce qu'elle vous intéresserait? Est-ce que vous achèteriez tel ou tel produit? Et, mais sans forcément tenir compte de la réalité que vivent les gens avec qui on parle. Donc, il s'agit de bien comprendre nos clients potentiels en se demandant quelle est la réalité, quelle est l'expérience que les gens vivent, quelles sont les frustrations, les obstacles qu'ils affrontent. Donc, ces questions vous donneront davantage d'informations que simplement poser la question si tel produit existait, est-ce que vous l'achèteriez? Donc, euh, donc, quand je dis, voilà, premier conseil, donc parler avec des gens. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple concret. Voici différentes parties prenantes. Donc, donc il s'agit en fait d'une cartographie de portefeuille potentiel. Donc, ça, on a vraiment consacré beaucoup de temps dans ce projet, parler à des clients potentiels, mais également parler à des conseillers potentiels ou de gens qui pourraient être intéressés à se joindre à votre projet, donc différents profils. Donc, quand on vient me voir, moi je pose toujours la question, est-ce que vous avez déjà parlé de votre projet pour justement évaluer, est-ce qu'ils ont fait ce travail justement d'échange, de parler avec des gens. Donc, deuxième conseil, allez vendre quelque chose. Pour des gens qui n'ont pas encore de produits ou de services à offrir, donc, ça peut sembler difficile d'aller vendre, mais plus rapidement on peut tenter de le faire et plus on aura justement de rétroalimentation, d'informations utiles pour vous lancer. Donc, plutôt que d'investir beaucoup de temps à développer un produit ou un service, d'avoir un prototype ou tenter d'avoir un prototype, un projet, même une forme de brouillon et de commencer à essayer de le vendre. Donc, parfois, ça peut être simplement tenter d'intéresser des gens sur un projet pilote, qu'il s'agisse d'un, je sais pas, euh, ça peut être une simple présentation PowerPoint. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir commencer le plus rapidement possible à vendre quelque chose. Donc voilà, la photo qu'on voit, c'est donc l'entreprise Divina, donc d'habits issus du commerce durable. Donc, ils avaient besoin d'un espace de vente. Et donc, il s'agissait de tenter de rassembler des produits en provenance de différents fournisseurs du secteur. Donc, on doit commencer donc à développer des magasins, différents magasins qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus agréables. Et justement, en faisant ce travail, en commençant à interagir avec leurs clients, ils commencent à avoir une meilleure idée justement du profil de leurs clients cibles et du coup mieux avoir une idée plus précise de en quoi devait consister leur offre. Et donc, ça vous oblige à réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va vendre la semaine prochaine?
Donc là encore, ça, le fait de réaliser ce travail de vente rapidement, ça vous offre des rétroalimentations précieuses pour poursuivre votre travail. Troisième conseil, démontrer que vous êtes vert. En tant qu'entrepreneur vert, vous devez pouvoir démontrer que vous l'êtes. Donc, en, en vous distinguant comme entreprise verte, vous vous distinguez de l'ensemble des entreprises. Vous vous engagez à respecter des normes plus exigeantes. Et donc, en conséquence, vous vous exposez à des critiques à un niveau plus élevé de critique. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement, que vos actes sont en accord avec, avec ce que vous dites. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être parfait, mais il s'agit en tout cas d'être transparent, de dire voilà à quelle étape vous êtes dans votre entreprise et quelles sont les raisons pour lesquelles vous déterminez que les produits que vous offrez sont verts ou le plus vert possible. Dans quelle mesure vos produits ou vos services contribuent à la durabilité, mais en dernière instance, il s'agit de confiance, il s'agit de vraiment créer une relation de confiance avec vos clients. Et donc, si ce que vous offrez est vert, vous devez être capable de démontrer en quoi votre offre est verte. Quelques exemples ici à l'écran. Alors, l'entreprise Toy Exchange, donc voilà un peu ce qu'offre cette entreprise à travers une inscription mensuelle. Donc, une des valeurs clés de cette entreprise, c'est d'offrir des jouets sans plastique, sans éléments chimiques toxiques pour les enfants. Donc, c'est une entreprise extrêmement transparente concernant le type d'objet qu'ils offrent et les procédures de contrôle qu'ils ont mises en place. Et ils indiquent également que pour certaines catégories de jouets, ils continuent de chercher des options plus durables. Donc, ils sont transparents. Donc, lorsque, justement, en termes de confiance, c'est important, justement, lorsque les produits que vous offrez ne sont pas encore au niveau de ce que vous aimeriez offrir, d'être clair là-dessus. Autre exemple, l'entreprise Clear the Air. Donc, il s'agit du projet sans but lucratif qui tente d'inciter les gens à prendre des mesures pour affronter le changement climatique. Donc, à travers un blog et un podcast, cette entreprise tente d'offrir des orientations et comment, dans notre vie quotidienne, on peut justement adopter une telle approche. Donc, la blogueuse en charge de ces publications donc, nous montre qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans sa vie quotidienne pour faire des économies d'énergie, etc. Donc là encore, il s'agit de travailler avec beaucoup de transparence. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on a toutes les réponses, mais là encore de vraiment de communiquer à propos des valeurs que vous défendez. Quatrième conseil, il faut tomber amoureux du problème, pas de votre solution. Donc, souvent pour des entrepreneurs qui se lancent, souvent ils sont juste amoureux d'une idée, ils sont convaincus que leur idée va transformer le monde, mais à partir de là, il s'agit justement de commencer à changer avec des clients potentiels, avec des gens. Et peut-être qu'en faisant ce travail d'échange, vous allez vous rendre compte que d'autres gens remplissent déjà ces activités et que votre offre vient se surajouter une offre déjà existante. Donc peut-être que l'idée que vous avez en tête, c'est quelque chose qui existe déjà sous une autre forme. Donc souvent,
je dis aux étudiants, aux jeunes entrepreneurs que je souligne ce problème. Et la deuxième chose que je souligne, c'est que être entrepreneur, c'est dur. Donc, si vous n'êtes pas vraiment enthousiaste, passionné par l'idée que vous voulez lancer, ben, ça va être dur de trouver l'énergie de, pour faire, pour faire avancer ce projet. Donc, il s'agit vraiment d'avoir la passion nécessaire pour mener un projet à bien. D'autres exemples, donc d'abord à gauche, Food Not Waste. Donc, j'ai aidé à lancer ce projet. Donc une entrepreneuse passionnée par les questions d'économie et de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment d'aller chercher sur les marchés les produits encore euh, consommables pour les redistribuer. Et donc, elle est parvenue à faire contribuer différentes organisations. Bon, elle s'est rendue compte ensuite qu'en fait, il existait différentes organisations qui travaillaient sur la récupération justement des déchets alimentaires, enfin du gaspillage alimentaire. Donc, elle a pris un peu de recul, elle a fait une formation complémentaire et, et à présent, elle s'est relancée dans un deuxième projet. Elle a lancé donc la deuxième entreprise que vous avez à droite, Elle Chef, et où à travers laquelle elle enseigne aux gens à faire du pain. Et donc, avec la pandémie, il semble qu'il y ait vraiment une mode pour la boulangerie. Beaucoup de gens sont mis à faire du pain et donc ont commencé à suivre ses cours. Donc, on voit que son idée actuelle est assez éloignée de la première idée qu'elle avait eue, mais elle continue à travailler dans le domaine alimentaire qui est celui qui la passionne. Dernier conseil, demandez de l'aide. Comme Adrienne l'a déjà dit, donc, les programmes de soutien locaux existent, ils sont importants. Donc, tentez, ça va un peu dans la même idée que d'aller parler avec des gens, c'est que vous allez avoir besoin d'un réseau de soutien. Vous n'allez pas pouvoir faire tout seul. Et vous ne devez pas tout faire tout seul. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Tentez de tirer profit des ressources disponibles. Tentez de rentrer en contact avec d'autres gens aussi passionnés que vous pour la protection de l'environnement. C'est extrêmement important pour justement créer de nouvelles opportunités. Donc, si vous avez, plus vous avez votre réseau de soutien est élaboré et plus vous allez facilement trouver de l'aide à tous les niveaux. Dernier exemple que je voulais montrer, c'est l'entreprise Green Bricks. Il s'agit d'une entreprise qui tente de réutiliser les déchets plastiques pour tenter de produire des sortes de briques un peu comme des Lego pour construire des bâtiments. Donc, Green Bricks, justement, tente d'explorer ces nouvelles pistes pour tenter de résoudre les problèmes de logement en Amérique du Sud. Donc, là encore, vers les différents conseils que j'ai donnés, notamment construire une communauté de soutien, c'était un élément clé pour lancer ce projet. Et encore une fois, ne tentez pas de tout faire tout seul. C'est beaucoup plus amusant lorsque vous pouvez construire une communauté pour faire avancer vos idées. Donc voilà un peu les 5 conseils que je voulais transmettre. Donc, les 2 dernières diapositives. Donc, concerne comment est-ce que vous pouvez nous contacter, quel que soit l'endroit d'Amérique du Nord où vous vivez, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Et maintenant, avec une offre en ligne toujours croissante, eh bien, il est plus facile d'être en contact à distance. La meilleure manière de nous suivre, c'est à travers Instagram. Et pour les étudiants de l'Université de Waterloo, eh bien, je vous informe que nous avons des
programme de formation. Le prochain commence en janvier. Donc, un programme de 12 semaines qui vous permet justement de vous former sur comment lancer votre entreprise. Donc, voilà mes données. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Tania. Donc, j'invite Adriane et Claudia à nous rejoindre. Beaucoup de questions du public. Donc, vu que Tania, je vais commencer par Tania pour revenir à la dernière. Une question, on nous demande s'il faut être un étudiant de l'Université Waterloo pour pouvoir participer au programme de Greenhouse, ou comment quelqu'un qui n'est pas membre de l'université pourrait éventuellement euh, collaborer avec Greenhouse. Alors, ce que je vais te faire, c'est d'abord de nous suivre sur Instagram, parce on publie toujours des opportunités, qu'il s'agisse d'événements en ligne, on a des événements justement qui sont ouverts à tout l'ensemble du public. Bon, évidemment, pour les projets de mentorat, de soutien, nos activités se centrent sur l'université de Waterloo, mais on est toujours intéressé par des nouveaux contacts. Donc, si vous avez un secteur d'intérêt dans un secteur particulier et que vous voyez que au sein de la communauté Greenhouse, il existe des projets avec lesquels il pourrait être intéressant de collaborer, on peut vous mettre en relation, vous aider à vous mettre en contact. Donc, voilà un peu quelle serait la première étape que je conseillerais. À présent, une question pour Claudia. Christiane veut savoir. Donc, le travail qu'il fait au sein d'une ONG pour les groupes vulnérables, il s'agit d'une organisation sans but lucratif. Je voudrais savoir si certaines des idées que vous avez partagées concernent en fait le secteur d'activité de son ONG. Oui. Cette question est très intéressante et tout dépend bien sûr de la législation appliquée pour les organisations de société civile dans chaque pays. Par exemple, au Mexique, nous avons des réglementations spéciales qui ne permettent pas directement qu'une organisation de la société civile s'organise comme n'importe quelle, telle autre entreprise parce que elles ne peuvent pas travailler de la même façon euh, que qu'avec les personnes qui travaillent avec la communauté. C'est-à-dire que c'est une figure légale juridique différente. Tout d'abord, il faudrait savoir quelle est la figure légale euh, où va travailler cette communauté. Euh, concernant la société civile. Et il y a plusieurs options. Nous travaillons avec une communauté dans le golfe du Mexique et c'est un campement de tortues où il y a des pêcheurs. Et en travaillant avec eux pour la protection de la tortue, nous avons fait des pronostics sociaux concernant les besoins de cette communauté. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir de l'argent pour pouvoir améliorer le parc où se réunissait toute la communauté ainsi que les enfants. C'était un endroit très intéressant concernant du point de vue culturel pour cette communauté. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'ordures plastiques et c'est ainsi que nous avons développé un réseau pour que toute la communauté participe en recueillant le PET et tous les plastiques. Nous avons donc fait une alliance stratégique avec une communauté qui est un petit peu plus loin, où ils ramassent, de, euh, où ils réunissaient tout ce qu'ils séparaient et ensuite ils recevaient de l'argent
Alors, nous avons fait une espèce de fidéicommis pour utiliser cet argent pour les améliorations dans la communauté. C'est un exemple de ce qui peut se faire. Mais si l'organisation de la société civile réunit des femmes ou des enfants ou des plus vieux, on doit voir quelles sont les possibilités pour que ces bénéficiaires participent en élaborant un produit, en fabriquant par exemple des savons qui sont faits par exemple ou fabriqués avec des algues marines si nous sommes dans la côte, ou se mettre d'accord peut-être avec une entreprise ou une société qui puisse donner des résidus plastiques pour développer peut-être ou pour fabriquer quelque chose, un panier, une bidule, et que ce processus soit montré à la société civile qui veut être impliquée et qu'ils vendent un produit qui ait un sens de marketing avec une cause sociale. C'est une élaboration, bien sûr, de la société sociale. Cela est géré différemment du marketing social. Ce sont mes suggestions. Et si vous voulez savoir davantage, vous pouvez bien sûr m'écrire sur mon courriel. Merci beaucoup, Claudia. Adrien, Mauricio nous demande si vous pourriez donner un autre exemple d'une analyse d'équilibre budgétaire. Il aimerait un exemple concret en quoi consiste. Je vais repartager mon écran pour partager les chiffres avec vous. Alors, j'ai un modèle que nous utilisons. Donc, ici, vous voyez un exemple justement d'analyse d'équilibre budgétaire. Donc, le calcul fonctionne de la suivante. Alors, quel est l'ensemble des coûts d'abord? Donc, l'ensemble des choses qu'il faut payer, quel que soit votre volume de vente. Je sais pas, les salaires, les assurances, bon, les coûts fixes. Ensuite, on a payé pour le prix que donc vous fixez pour vos produits. Par exemple, dans l'exemple qu'on vient en bas, c'est 10 dollars. Donc, P moins C, je m'excuse, c'est un peu technique. C, c'est le coût du produit. Autrement dit, si on prend l'exemple téléphone, par exemple, quel est le coût de production de ce téléphone? Donc, par exemple, si on parle de gens qui font, par exemple, fabriquent des habits à la main ou qui recyclent des habits usagés, donc il y a des cas où le C est relativement bas. Donc, ce qu'on va calculer, c'est justement le coût fixe, ensuite la diviser. Donc, pardon, l'exemple que j'ai mis en bas, c'est un exemple avec 10 000 dollars. Donc, les 10 000 dollars sont donc les dépenses fixes. Les produits que l'on vend coûtent 10 dollars et ces produits me coûtent 4 dollars. Autrement dit, le calcul est donc de 10 000 divisé par 6. Autrement dit, ce qui veut dire que je dois vendre 1667 exemplaires de ce produit de 10 dollars pour être à l'équilibre budgétaire. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. C'est un peu technique, mais j'espère y avoir répondu clairement. Excellente réponse. Et donc, vous l'avez partagé à l'écran, bien, ça va rester enregistré sur la vidéo. Oui, je peux partager certains liens dans le chat si ça vous intéresse de lire davantage. Oui, excellente idée. Ça va, une question pour Tania. Tania, que si vous êtes une entreprise verte, vous devez être capable de le démontrer. Et donc, un des éléments, c'est de s'assurer justement que votre chaîne d'approvisionnement soit verte. Donc, est-ce que vous avez des recommandations, des outils qui permettent de mieux trouver des produits, des fournisseurs de produits authentiquement verts? Oui, je pense que ça dépend du type de service ou de produit que vous offrez. Dans certains secteurs, il y aura par exemple des labels verts, des
les labels et certifications qui peuvent vous être utiles. Donc, par exemple, il existe le cadre de B Corp qui tient compte des facteurs environnementaux, sociaux également, tient également de la paix économique. On s'assure que les salaires payés dans le pays producteur soient des salaires dignes. Donc, je sais qu'il existe également des entreprises qui font en fait cette analyse à votre place. Donc, suivant là où vous vous trouvez, dans certains cas, ça peut valoir la peine d'engager justement un spécialiste en chaîne d'approvisionnement pour obtenir justement des conseils bien précis en la matière. Donc, si vous voulez en savoir plus, je suis tout à fait prêt à vous partager des informations plus précises que j'ai à ce sujet. Merci beaucoup, Tania. Alors, Adriane, je vois qu'Adriane vient de partager dans le chat un lien sur les analyses d'équilibre budgétaire. Donc, j'espère que tout le monde peut voir justement ce lien qu'Adriane a pu dans le chat. Alors, je vais commencer par Claudia pour la question suivante. On me demande quel est l'outil le plus fréquemment utilisé par ceux qui veulent se lancer. Donc, on a mentionné quelquefois les plans d'affaires, mais quels seraient les autres outils, autres ressources? Est-ce qu'il existe par exemple, des livres ou des pages, des sites internet dont vous recommandez la lecture à l'heure de se lancer, de lancer une affaire? Claudia, vous voulez y répondre? Oui, bien sûr. Il me semble que le monde des business et de l'entrepreneuriat nous a déjà montré comment faire de l'entrepreneuriat commercial. Il y a beaucoup de modèles. D'abord, nous avons le Canvas. Après, il va y avoir un autre. Un grand résumé, c'est que quelqu'un nous accompagne avec la partie théorique pour ordonner le chaos, la partie chaotique qu'a un entrepreneur. C'est logique de se sentir très pris avec l'information du marché et le besoin d'un financement. Et tout ensemble, et on ne sait pas à quoi donner une priorité. Il me semble qu'il faut dire qu'il faut réviser dans quelle étape nous nous trouvons, si nous avons déjà notre information de marché déjà suffisante, si nous avons déjà l'information de production du produit suffisante, alors on devra après chercher un modèle qui puisse renforcer la partie qui nous manque. Tous vont englober toutes les phases, mais ce n'est pas la même chose de commencer ou englober une partie de l'entrepreneuriat si nous n'avons pas, par exemple, l'information du marché. Alors, ma recommandation, c'est de voir ou de valider ce que nous avons déjà pour commencer et ensuite approfondir pour avoir tous les éléments nécessaires et choisir quel est le modèle qui me convient le mieux. Je crois que Adriane pourra nous orienter de quelques-uns. Merci. Je sais que plus, plus tôt, j'ai mentionné différents outils. Tania et Claudia en ont aussi parlé, mais j'aimerais mentionner, pour moi, l'outil clé, c'est le réseau. Créer un réseau. Allez sur LinkedIn, parlez avec des gens de votre famille, des gens que vous connaissez qui ont connu un succès, même des gens que vous ne connaissez pas, mais qui ont eu du succès dans le secteur qui vous intéresse. Surtout s'il s'agit d'organisations à dimension sociale ou des organisations sans but lucratif qui existent déjà depuis longtemps. Bon, il s'agit de bonnes études de cas, puisque ça fait déjà longtemps qu'elles existent. Autrement dit, ils ont déjà fait la preuve de leur durabilité. Donc, c'est intéressant. Autre élément important, c'est le plan d'affaires
connaître le marché, tout ceci c'est important. Mais pour moi, la première étape, ce serait vraiment de parler avec les gens, d'échanger avant de se lancer. Pour moi, c'est la première étape. Donc, voilà donc un des modèles que j'ai mentionné tout à l'heure, donc un modèle d'enquête finalement qui tient compte des différents éléments. Donc, quand vous êtes dans l'étape de départ, cet outil-là peut vraiment vous aider à avoir une idée plus claire. Donc, une dernière question. Donc, vraiment, on a besoin de faire beaucoup de recherches, il y avait beaucoup d'éléments à tenir compte avant de se lancer, mais il nous dit que peut-être que des fois, il faut simplement se lancer à un moment donné, il faut avoir le courage de se jeter à l'eau. Donc, comment trouver l'équilibre entre réfléchir beaucoup ou avoir le courage de se lancer? Oui, c'est vrai que des fois, si il y a un moment donné où si on ne se lance pas, si on fait trop de travail de préparation, ça peut devenir une forme de procrastination. Donc, moi, je dirais que au minimum, à travers un travail de réseautage, à travers les contacts que vous pouvez établir dans le secteur qui vous intéresse, peut-être que vous savez pas ce qui va en ressortir de ces discussions. Peut-être que vous pensez qu'il y a peut-être une niche pour vous, mais après avoir des discussions, vous allez avoir une idée différente ou parfois justement parfois il s'agit à travers ce travail, on se rend compte qu'on peut se rendre compte qu'on peut joindre ses efforts à ceux d'autres dans des efforts déjà existants. Donc pour moi, encore une fois, je reviens à la passion. Il existe différentes structures pour lancer une affaire, certains s'intéressent aux questions de marketing, aux questions d'affaires, d'autres s'intéressent davantage à l'innovation en soi. Donc parfois, le travail, si quelqu'un s'intéresse avant tout à l'innovation, peut-être qu'il trouve davantage sa place dans une entreprise plutôt que de devoir être à la tête de sa propre entreprise. Donc, encore une fois, pour moi, il s'agit d'échanger avec le maximum de gens dans le secteur qui vous intéresse et de rester ouvert, d'avoir l'esprit ouvert à différentes possibilités parce que, encore une fois, il est difficile de se lancer tout seul. Donc, parfois, justement, à travers ce travail de réseautage, on peut trouver des alliances possibles. Alors, je suis en train de repartager mon écran. Nous sommes arrivés au bout du temps imparti pour la séance d'aujourd'hui. J'aimerais remercier l'ensemble des participants. Près de 200 participants pour cette séance. Il s'agit de la deuxième d'une série de 6 séances. Et donc, je vous rappelle que nous serons de retour la semaine prochaine pour un thème assez proche, l'entrepreneuriat et les objectifs de développement durable, donc les ODD. Et comme vous pouvez voir à l'écran, euh, donc la semaine dernière, l'ensemble de la session était en anglais. Cette fois-ci, nous avons les séances étaient en anglais, mais aussi en espagnol. Et notre séance suivante sera trilingue, puisque nous aurons des intervenants en anglais, en espagnol et en français. Charles Baudry de Montréal, Hernandez de la ville de Mexico, et Grace Rodriguez de Houston, Texas, nous en diront davantage sur la contribution possible des entrepreneurs aux objectifs de développement durable. Donc, j'aimerais, en guise de conclusion, remercier les 3 intervenantes aujourd'hui, leurs efforts. Remercier également notre maîtresse de cérémonie, malgré ses problèmes techniques. Merci César, ainsi que l'équipe technique de la CCE. Merci Liliana, merci aux interprètes. Nous apprécions beaucoup votre soutien et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup et excellente semaine.